Et la plupart du temps, même les opportunités que tu as, c'est parce que tu as pris l'initiative d'aller quelque part. Et là, tu as les opportunités. C'est là où ça ne vient pas te aujourd'hui. trouver dans ta chambre. C'est clair. Est-ce que l'homme est-il responsable du plaisir de la femme? Ah, ok. Et donc, du coup, avec mon ami justement avec qui je faisais le podcast en question, on disait que justement, cette problématique, il y avait des hommes qui préféraient aller avec une maîtresse où ils pouvaient littéralement se lâcher. Et avec la femme à l'intérieur, bah, non, c'était un peu la madone. Salut la team. Émission spéciale, invité spécial. Aujourd'hui, je suis avec le Ma Santé et c'est pour l'émission Entreprendre vie d'entrepreneur. Vous connaissez déjà, j'ai reçu pas mal d'entrepreneurs ici. Aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un de très très important pour YouTube, pour Instagram, pour Facebook, tout ça, pour toute la communauté. Et on va la laisser se présenter pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. L'idée, c'est de parler un peu de son parcours, de par où elle est passée quand même. Et comment elle a fait pour devenir le Ma Santé sur YouTube, avec des milliers d'abonnés aujourd'hui qui la suivent. Ils disent, docteur, comment je fais ça? Paul, comment ça va? Très bien, je vais très bien. Et toi? Super. Ça va très très bien. Bah, je suis content que tu sois là, je suis content de te recevoir sur ma chaîne quand même parce Le plaisir est le mien. Plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Si ça existe, normalement, vous devez la connaître. Oui, ça existe. Ça existe. Bah, ma présentation va être très succincte, rapide, efficace. Paul Moko, médecin. Voilà. Super. Et elle fait plein de choses dont on va parler dans cette vidéo. Dans sa chaîne YouTube, le Ma Santé, et ton Instagram. Paul, j'aimerais comprendre comment tu as grandi. Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que Dr Paul est né? Dans quelles conditions? Ouf. Question qu'on me pose très peu. Alors, qui suis-je? Comment est-ce que j'ai grandi? Où est-ce que j'ai grandi? C'est ça ta question. Okay. Oui. Mais, je suis issue d'une fratrie de 4 enfants. D'accord. Je suis la deuxième. Je suis née, j'ai grandi à Yaoundé, au Cameroun. Voilà. Tu veux que j'embraye sur mes études aussi directement? Oui, pourquoi pas. Alors, j'ai étudié à Yaoundé également, école maternelle, primaire à Yaoundé. Puis j'ai été au collège VOC à Yaoundé aussi, où j'ai fait toutes mes études secondaires. J'ai eu un bac D. Et puis, après, je suis rentrée à l'université. À l'université de Yaoundé 1, en Ouakélé, où j'ai fait 2 ans de biochimie. Ok. Et après, les 2 années, je suis arrivée en Belgique. Donc tu as un peu produit de Yaoundé. Tout à fait. Je suis un peu produit de Yaoundé. Ok, d'accord, intéressant. Yaoundé que je connais bien, d'ailleurs j'ai passé de belles fêtes à Yaoundé une fois en décembre. Une fois j'étais là-bas. Très très belle ville. Mais c'était comment ton enfance? Mon enfance, elle était comment? J'ai eu une enfance classique. Ok. En vrai, j'ai eu une enfance classique. J'étais pas rien d'extraordinaire en fait. J'étais pas, j'ai envie de dire, comment formuler ça correctement. On n'était pas les plus riches. Tu vois, je vais pas te dire que je suis issue d'une famille très modeste, parce que ce n'était pas le cas. On avait un certain, entre guillemets, confort de vie. On avait ce qu'il fallait, sans les extrêmes. On avait juste ce qu'il fallait. Oui. Et en soi, on ne manquait de rien en tant qu'enfant. En fait. Bon, moi, j'ai eu une enfance classique. J'avais mes jouets à Noël, j'allais à l'école. Ah ouais? Oui. J'avais des jouets à Noël? Oui. Oui, mais vrai. J'avais des jouets à Noël, on allait à l'école. Plus petite, je me souviens qu'on allait à l'école en voiture avec les parents.
Et en grandissant progressivement, enfin, on a très vite été autonome et on a commencé à apprendre à partir en taxi. D'accord. Et mes parents allaient à leur travail, quand ils pouvaient nous déposer à l'école, ils nous déposaient, et puis voilà quoi. D'accord. Mais j'ai pas eu, d'un point de vue financier, nous n'avons pas grandi dans une sorte de manque. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Mais est-ce que quand tu prends un peu de recul là, est-ce que tu te dis que tu as vécu une enfance heureuse? Quand je prends du recul... Pourquoi je te pose la question? Parce que beaucoup d'entre nous, on vit l'enfance comme ça, on prend la vie comme elle vient, comme ça, on grandit, on nous dit va fais ci, fais ça, fais telle étude ou pas, tu vois. Et on grandit comme ça, on avance, sans prendre du recul sur comment était mon enfance vraiment. Est-ce que le simple fait que mes parents me payaient mes études, ils faisaient ci, est-ce que j'ai eu tout ce qu'il me fallait? Est-ce que j'ai le sentiment qu'il y avait des manques ou des choses comme ça, tu vois? Est-ce que c'était vraiment heureux? Parce que j'ai le sentiment des fois que nous, on associe, j'ai passé une bonne enfance au fait que les parents arrivaient à satisfaire le minimum, quoi. Ils te payaient tes études, ils te donnaient à manger, donc ça se limitait à ça. Je parle dans le contexte de notre communauté. Hein. Enfance heureuse, j'ai envie de dire, définir la notion de bonheur, de pas bonheur, c'est quelque chose d'assez subjectif. Okay. Et ça dépend de l'endroit où on se place, de ce que tu mets dans la case bonheur, qu'est-ce qui contribue finalement à ton bonheur. D'accord. Donc, moi, personnellement, quand je prends du recul par rapport à mon enfance, s'il faut aborder le volet matériel, je ne vais pas me plaindre. Okay. Parce que je pars du principe que mes parents m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. D'accord. Tu vois, et je n'ai pas ressenti qu'il me manquait quelque chose d'un point de vue matériel. Je ne manquais pas de fournitures scolaires, comme j'avais des camarades de classe qui pouvaient en manquer. Je ne manquais pas je ne mourais pas de faim, je ne dormais pas affamée, je n'avais pas besoin de... Voilà, d'un point de vue matériel, je n'avais pas... Comme je l'ai dit, c'était pas extravagant, tu vois. Je n'allais pas avoir des trucs dernier cri, des trucs à la mode, on n'allait pas m'acheter des vêtements tout neufs. On s'habillait aussi à la friperie, hein, faut pas croire. C'est vrai, on s'habillait aussi à la friperie, à Mokolo, à Mvobi, machin. Oui, c'est là qu'on s'habillait, mais on était décemment vêtus. D'accord. Tu vois, donc pour moi, dans ce sens-là, je ne me plains pas. D'accord. Maintenant, dans toute évolution, il y a des couacs. Une évolution sans couac n'est pas évolution, c'est une stagnation. Bien sûr. Tu vois. Donc, de ce fait-là, est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient un peu plus difficiles que d'autres? Définitivement, il y a eu des moments qui étaient un peu plus difficiles que d'autres. Et là, on va rentrer peut-être dans un volet un peu plus psycho-émotionnel, qui a fait que, bon, j'ai eu des parents qui étaient stricts, qui étaient voire même très sévères, extrêmement sévères. Et j'ai grandi avec ça. J'ai mon petit frère, je t'ai dit, j'ai un grand frère qui est mon meilleur ami à l'heure actuelle. Et puis il y a moi, et puis il y a mon petit frère qui est arrivé. Ah, tu es la seule fille? Non, je suis la première fille. Ah, ok, d'accord. Et j'ai une petite sœur, la dernière. Mais mon petit frère est arrivé, et mon petit frère est atteint d'autisme. D'accord. Donc ça fait une problématique familiale supplémentaire. Donc d'un point de vue matériel, comme je disais, ok. Mais d'un point de vue psycho-émotionnel, etc., c'est encore autre chose. Donc tout dépend de vraiment là où on se situe par rapport à l'équilibre. Dire est-ce que tu étais heureux, c'est trop facile de répondre oui ou non en fait. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. C'est ça. Donc ça dépend. Est-ce que j'ai eu des moments heureux dans mon enfance? Définitivement oui. Est-ce que j'ai eu des moments où j'étais un peu plus frustrée? Définitivement. J'ai eu ces moments-là. Je pense comme tout enfant. Et ça continue encore aujourd'hui. Voilà. Ça se présente d'une autre manière, mais ça continue encore aujourd'hui. D'accord. Et il y a des moments heureux, il y a des moments moins bien, etc. Mais le plus important, c'est d'arriver à trouver une sorte de pseudo-équilibre, l'équilibre parfait. Bon, voilà. Ok. Voilà. Mais on essaie de trouver une sorte d'un équilibre, un pseudo-équilibre qui nous convient. D'accord, je vois bien. Est-ce que en grandissant comme la fille aînée finalement, est-ce que tu as eu le poids que... Je vois beaucoup de gens me dire ça, parce que moi je suis d'une fratrie où
on n'est que des garçons. On n'a pas grandi avec des filles à la maison. Ok. Sauf des cousines qui venaient en vacances et tout. Est-ce que tu as eu le poids de la fille aînée? Ou pas du tout? Est-ce que tu as eu le sentiment qu'on a exigé de toi, la fille aînée, dans notre société africaine, je veux dire? Il y en a qui n'ont pas eu. Hein. Alors, il y a une chose que j'apprécie chez mes parents, c'est que mes parents nous ont éduqués sans distinction. Ok. C'est-à-dire ce qu'on demandait à mon frère de faire, on me le demandait aussi. Ok. On pouvait demander à mon frère de laver la voiture, on me demandait de laver la voiture. D'accord. Il doit laver le sol, je lave le sol. Donc je n'ai pas eu ce clivage-là. D'accord. Tu vois, je n'ai pas non plus eu le sentiment qu'on me mettait une pression parce que j'étais la première fille. Parce qu'entre ma petite sœur et moi, mine de rien, il y a pas mal d'années quand même entre nous. Donc, j'ai pas eu le sentiment qu'on me mettait une certaine pression. Après, j'avais un caractère bien trempé aussi quand j'étais petite. Ça se voit. Voilà. C'est pas parti. Juste au cas où. Voilà. Mais déjà petite, j'avais un caractère bien trempé. Okay. Tu vois, je prenais ma place. Okay. Déjà, de base. Donc, moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. Et mes parents n'ont jamais fait de clivage. Une des choses d'ailleurs que mon père m'a dites quand j'étais petite, et c'était pas une sorte de pression, une des choses que mon père m'a dit, c'est, il me disait ça tout le temps quand j'étais très petite, il me dit, je veux que tu sois une grande dame indépendante. Ok. Tout le temps. Ok. C'est intéressant. Et quand je ramenais des résultats moyens, parce que je suis quelqu'un, j'ai le cerveau qui... Je suis jamais toute seule dans ma tête. Voilà. Donc, au début de l'année, comme ça, je commence, allez, bam, j'arrive, tableau d'honneur, voilà, deuxième trimestre, mais c'était trop facile, là, faut que je me relâche. C'est pas ça, c'est juste que j'ai besoin d'être stimulée. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. J'ai besoin d'un truc qui me stimule intellectuellement. Et quand je ramenais des résultats où je chutais comme ça, il était énervé, en colère. Il dit, mais tu me ramènes des trucs, je sais que tu es capable de mieux que ça. Ok, d'accord, je vois. Tu vois, donc je pouvais partir au premier trimestre d'un 14 de moyenne à un 11 par pitié. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je vois. Tu as besoin de te sentir challengé à un moment donné. Voilà, okay. C'est quelque chose que je garde. Et voilà, à chaque fois que je ramenais ce type de résultat, il me disait, ouais, non, t'es capable de plus que ça. Il était énervé comme jamais. Parce qu'il se disait que non, je sais que tu es capable de plus que ça. Okay. Et ça l'énervait que je n'arrive pas à donner plus alors que j'étais capable de plus. D'accord. Les papas qui écoutent cette vidéo, vous voyez comment vous pouvez tenir vos filles, hein, vous l'invitez. Je sais que tu peux faire mieux. Après, bon, voilà, après il le disait, je le dis comme ça, mais papa était très sévère. Hein. Vraiment très sévère. Ok, je vois le genre. J'ai un père un peu comme ça aussi, donc je pense que je vois le genre. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que tu décides de partir du Cameroun? Toi qui es l'enfant de Yaoundé, grandi à Yaoundé, plus produit de Yaoundé, quoi. On a même l'impression que tu ne connais pas les autres villes de Non, je ne connais pas. Je connais Banjul, mais... encore Banjul, je connais que la maison de mon grand-père. Ah ouais. Bref. Qu'est-ce qui fait que tu quittes le Cameroun? Qu'est-ce qui fait que je quitte le Cameroun? C'était pas prévu. Ok. J'avais pas prévu de partir. Quand j'ai eu mon bac, en fait, ce qui s'est passé, ça a été assez particulier. J'avais fait le concours de l'Université catholique. Ok. Que j'ai réussi. J'ai refusé d'y aller. D'accord. Mon père s'est fâché. Jusqu'à présent, il est fâché. Voilà. Mon père s'est fâché parce que j'ai refusé de faire la catho. Mon frère avait déjà fait la catho. D'accord. Voilà. J'ai refusé d'aller à l'université catholique parce que je voulais faire médecine. D'accord. Et donc, du coup, j'ai fait... Et ton père, il voulait pas que tu fasses médecine? C'est pas... En fait... Alors, c'était assez particulier, en fait, les rapports entre papa et moi. Voilà. Ok. Mais en gros, le discours qu'il m'a tenu,
il était dubitatif. Ok. Donc au fait que je puisse faire médecine sur la durée, parce que bon, voilà, il avait des convictions. Hein. Mais il disait, si tu as le concours de la faculté de médecine et que tu délaisses la Cato, il n'y a pas de souci. Mais si tu délaisses la Cato pour aller faire une université d'État, ça va pas aller. D'accord, je vois ce que... Ok, c'était plutôt dans ce sens, parce que nous, la plupart d'entre nous, nos parents nous ont poussé à faire médecine plus, hein, j'entends ça. C'était ça sa logique. Okay. Parce qu'il préférait que j'intègre une, entre guillemets, école de formation type université catholique. Ok, d'accord, je vois. Mais, rigoureuse, voilà, tout ça. Ouais. Carré, cadré, machin, avec potentiellement des débouchés à la fin. Oui, parce qu'à la fin... Mais bon, comme moi, je suis têtue. Je suis un cas. Ouais. Bon, voilà quoi. Et surtout que papa, il aimait bien les menaces. Oui. Et comme moi, j'étais têtue. Ne soyez pas comme ça. C'est dangereux. Il m'a sorti un truc du genre, si tu délaisses la Cato pour faire une université d'État, je te coupe les vivres. Donc toi, t'as dit, ok. Tu dis, bon. Good challenge. Watch me. Ce qui fait que j'ai fait les examens, j'ai fait le concours d'entrée en médecine, j'ai échoué. Ah ouais? Avec fracas. Ah oui. Ah oui. J'ai échoué. J'ai tenté la première année, j'ai fait l'université de Montaigne, j'ai raté. Je suis allée m'inscrire à Ouakele. J'ai fait la première année. Après, je repars. Je fais Montaigne CUS. J'ai échoué. Ouais. Avec fracas. 2 années, j'ai échoué. Ouais. Oui, j'ai échoué. Et là, il disait quoi quand tu as échoué? Ben, il était désespéré parce que j'étais têtue. Ok, d'accord. Tu vois? Il t'a pas dit jamais. Mais oui, il le dit. Oui, mais ça changerait au fait que je sois têtue. Okay. Donc, j'ai échoué une première année, j'ai échoué une deuxième année, j'ai continué en biochimie. À un moment, j'étais en train de dire, ok, j'ai échoué, j'essaie d'obtenir ma licence en biochimie. Et après, je retente. Mais pourquoi tu voulais retenter autant de fois? Parce que je voulais faire médecine. Ok. C'était... Je me devais d'y arriver. Il avait dit que je n'étais pas capable. Il fallait que moi, je lui prouve que je suis capable de faire médecine. Tu vois. À ce stade-là, c'était vraiment... J'avais cet esprit vraiment très revanchard. J'avais besoin de faire mes preuves. D'accord. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que papa, en fait, il travaillait... Parce que, entre parenthèses, papa est entrepreneur. D'accord. Donc, il est entrepreneur et donc, dans son activité, il voyageait régulièrement. D'accord. Il venait régulièrement en Belgique. Donc, il pouvait voyager 2 fois par an, parfois plus, parce que, enfin, il achetait des produits, des trucs en Belgique. Qui ramenait au Cameroun. Voilà. Qui faisait venir au Cameroun, etc. et qui revendait, etc. Et donc, dans ses déplacements, enfin, dans ses activités, bah, forcément, tu as des activités, tu as un cercle, et donc il a demandé avec de ses connaissances de me trouver une inscription en Belgique. En fait, l'idée, une fois que je l'avais entendu le dire, c'est elle est dans une université d'État, je ne sais pas c'est quelle foule. On va lui trouver. Je ne sais pas c'est quelle foule adore. Trouve-lui un truc pour qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Ok, d'accord, je vois l'idée derrière. C'était ça l'idée. Et c'est comme ça que la connaissance en question a trouvé une inscription en Belgique, mais en chimie. D'accord. Dans une haute école. Ce sont des écoles supérieures, mais pas universitaires. En Belgique, il faut faire le distinguo entre les hautes écoles et les universités. Bon. Du coup, j'ai eu une inscription en première année de chimie. C'est avec ça que qu'on a fait ma demande de visa. D'accord. Et j'arrive en Belgique en première année de chimie. D'accord. Et c'est durant la première année de chimie que je prépare mon examen d'entrée en médecine. Ok. Wow, struggle. Et l'année d'après, je suis entrée en médecine. Enfin. Alléluia. Tu t'es senti comment quand tu es rentrée en médecine? Comment je me suis sentie? C'était un sentiment un peu mitigé. Ok. Sentiment mitigé, d'autant parce que j'ai une grosse blague.
Parce que j'ai fait mon examen pour entrer en médecine, du moins pour entrer à la fac et pouvoir faire des études de médecine, que j'ai réussi. Et puis à la date limite, vers la fin de la clôture des inscriptions, ils me disent que je ne suis pas autorisée à m'inscrire. Je dis maintenant, enfin. Quoi? Ça devait être une erreur. C'était une erreur. Donc heureusement qu'au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je suis allée au secrétariat pour leur dire mais écoutez, enfin, il sert à quoi votre examen si c'est pour me dire après que... Et donc finalement ils ont refait passer ça en délibération et finalement j'ai eu l'autorisation de m'inscrire, etc. Donc ça a été une inscription un peu... D'accord. Un peu musclée. Et les ascensions émotionnelles, quoi. Oui, exactement. Et donc du coup, quand j'ai intégré la faculté de médecine, ben, il y avait comme une sorte de soulagement. D'accord. De pouvoir d'être finalement entré en faculté de médecine. Et le sentiment aussi que c'est maintenant que ça commence. Like, ça me fait que commencer. Ouais. Tu vois. C'est maintenant que le jeu commence. C'est ça. Donc c'était très mitigé. Il n'y avait pas forcément de soulagement. Il n'y avait pas forcément de... Mais il a dit quoi ton père? Il n'y a pas dit grand chose. Ok. Il n'y a pas dit grand chose en fait. Je pense que dans sa tête il s'est dit elle est allée au bout de son... Non, même pas. Je pense que j'étais au début. En fait, je pense que lui dans sa tête il s'est dit ok, ben tu entrais. Attendant de voir ce que tu termines. D'accord. Toujours en mode challenge. C'est ça. Toujours en mode D'accord. Donc voilà, c'était pas... Il n'a pas fait des bons joints. D'accord. Après, bon, je ne peux pas... Oui. Très amateur. Bien sûr. Bon. On ne le montre jamais. Il faut garder le charisme. C'est très important. Oui. Donc, non, mais c'est bien, c'est cool. Que maman était beaucoup plus joviale, beaucoup plus... expressive là-dessus. Oui. Ok, d'accord. Elle était assez fière et une chose qu'elle m'a dit d'ailleurs, elle dit ne donne pas raison à ton père. Elle m'appelait tout le temps. Tout le temps et écoute, si tu es fatigué, tu prends la serviette, tu mouilles, tu mets sur ta tête et puis tu étudies. Voilà. Pas mal la technique. Maman était toujours quand même derrière, etc. Il faut dire qu'elle m'a quand même, quand ça a clashé avec papa. Elle était là? Oui. Okay. Vraiment, un soutien inconditionnel. D'accord. Je pense que de toutes les personnes de mon entourage, je crois que c'est la personne qui a le plus cru en moi. D'accord. C'est celle qui a vraiment cru en mes capacités. D'accord, je vois. Tu vois, donc... Parce que tout le monde suivait ce que papa disait. Mais et toi, tu es la personne qui ne voulait pas suivre. C'est pas que je ne voulais pas suivre. Tu voulais suivre ta voie. C'est que je suis quelqu'un, et encore aujourd'hui c'est le cas, je suis quelqu'un de déterminé. D'accord. Quand je veux quelque chose, je me bats pour l'avoir. J'attends pas que ça me tombe sur la tête au grand bonheur, la chance, etc. La chance, j'y crois pas. Tu vois, quand je veux quelque chose, je suis quelqu'un de déterminé. Et je me bats pour l'avoir. Et s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est qu'on me lance des défis façon. C'est encore le meilleur moyen de... Ok, d'accord. Voilà. Mais pourquoi tu ne crois pas à la chance? Ça va pour moi, je pense... Non, pour moi, je pense, ma conviction, ma croyance, c'est que c'est toi qui provoque ta chance. Ok. Bon, on va se rejoindre là-dessus. C'est toi qui Quand je dis ça, ça fâche un peu les gens, mais... Ok. Tu vois, ça vient pas... Les études de médecine ne sont pas venues... Ça ne m'est pas tombé sur la tête. Oui, tu allais clairement chercher. Je suis allée chercher. Tu aurais pu abandonner la première fois. J'aurais pu laisser tomber. Ouais. Mais ça ne m'est pas tombé sur la tête. J'ai bossé, j'ai fait des nuits blanches et j'y suis arrivée. Tu vois? Maintenant, on va se dire, oui, elle est sur le Max Santé, voilà, machin, ces trucs, c'est facile. Non, c'est pas facile. Bah, non, c'est pas facile. Est-ce que je regrette de l'avoir fait? Définitivement non. Si c'était à refaire, je le referais 10 fois, je le referais. Mais c'est pas facile. J'ai dû aller chercher. Et la plupart du temps, même les opportunités que tu as, c'est parce que tu as pris l'initiative d'aller quelque part. Et là, tu as les opportunités. C'est là où ça ne vient pas te trouver dans ta chambre. C'est clair. Pour moi, la chance, c'est... Je ne sais plus ça vient de qui, mais j'aime beaucoup cette phrase. La chance, c'est quand le travail rencontre l'opportunité.
c'est très important que tu sois au bon moment, au bon endroit, tu vois. On fait cette interview parce qu'à un moment donné, je t'ai contacté. Mais et que tu m'as dit oui. Tu vois, peux j'aurais pu passer tout le temps à me dire, c'est le Mas Santé, je ne peux pas l'interviewer et rester là. Exactement. Mais tu peux être au bon endroit, au bon moment. Et si tu restes là et tu regardes, bah, ça ne viendra pas te trouver non plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est ça, c'est ça. Va, dis bonjour, souris, on ne sait jamais. En parlant de ça, j'ai une interview sur ma chaîne avec Philippe Simo. Et tu sais comment je décoche une interview? Comment? Au Back to Africa, à la fin. Il était sur le palier, là, il était avec du monde là, ça. Et je monte et je lui dis, Philippe, tu pars quand? Il m'a dit, demain là. Je dis, je dois t'interviewer. Il dit, passe au bureau. Je suis passé au bureau. Aussi simple que ça. Et quand je suis passé au bureau, il n'était pas là. Et j'ai attendu son assistant qui l'a appelé. Il a dit, il arrive. Et il a tenu parole, on a fait l'interview. Mais tu vois, c'est un moment où tu peux te dire, il est super occupé, est-ce que c'est le bon moment? Mais j'ai compris que il faut que je lui dise ça là et que s'il est ok, ce sera ok. Et ça rejoint ce que tu dis, si tu ne bouges pas pour aller vers ce que tu veux, ça sert à rien. Ça viendra pas trop. Mais du coup, en fait, quand tu rentres en médecine, ça se passe comment en médecine quand tu rentres? Ça se passe comment? Comment ça se passe quand je rentre en médecine? Bon, moi, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Okay. Il fallait étudier. Voilà. J'ai passé mes années à étudier et à faire des stages. En médecine, il n'y a pas beaucoup comment on dit, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. D'accord. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'avais la possibilité de faire les choses autrement aussi. Ah ouais? Bien sûr, il y avait la possibilité de faire les choses autrement avec un peu de discipline et d'organisation. Okay. On arrive à faire beaucoup de choses. D'accord. Mais mes études de médecine, c'était vraiment la routine. J'étudiais, j'allais en cours, j'étudie, je dors, je vais en cours. De temps en temps, je fais mon job étudiant. Et puis j'étudie, et puis je dors, et puis je vais en cours. Voilà. En gros, c'était ça ma vie. Comme tout étudiant quand tu arrives. Comme tout étudiant. Est-ce que le Cameroun te manquait à ce moment-là? Yaoundé, ta mère? Tu crois que j'avais le temps de penser au Cameroun? Tu étais à fond dans les études. Non, en vrai, oui. Moi j'étais en mode, je n'avais pas droit à l'erreur. Ok, d'accord, je vois. C'est ça qui me drivait. Concentration maximale. Je n'avais pas droit à l'erreur. Ok. Parce que la moindre bavure, j'allais entendre mon père ici. Mais c'est fou comment ces gens nous traumatisent, même à 6500 km. J'allais entendre les trucs de mon père ici, j'allais entendre ma mère pleurer. D'accord. Je n'avais pas, no make error. C'était ça qui me drivait. D'accord. Tu vois, et je le disais clairement, quand je ne peux pas aller quelque part parce que j'étudie, je ne viens pas parce que j'étudie. Vraiment, chacun sait pourquoi il est là. Comment? Je suis venue, je dois avoir le diplôme là. Simplement. By force. Ok. Donc c'était ça. Okay. Donc pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. En fait. D'accord. Pour moi, les études de médecine, c'était ça. Et là, tu as le diplôme. Oui. Et du coup, ça se passe comment avec papa, maman, tout le monde? Ben, j'ai le diplôme et puis la vie active commence. En fait, j'ai eu le diplôme et puis après le diplôme, il faut faire la spécialisation. D'accord. La spécialisation, ce sont des stages rémunérés. D'accord. Donc là, tu es déjà, comment? Tu es autonome, tu n'es plus à la charge des parents. Et voilà, tu déploies tes ailes dans la vie active. Et quand je déploie mes ailes, enfin ma spécialisation, en fait, j'ai choisi de faire la médecine générale. D'accord. Avec en plus formation spécialisée, comme on les appelait, en gynécologie générale pratique des IVG. Et donc, j'ai fait 2 ans de spécialisation en médecine générale. La première année, je l'ai faite à Antoine, une ville près de Tournai, près de Lille. D'accord. Et la première, c'était chez un médecin généraliste qui avait une pratique en solo, en cabinet. D'accord. Et c'est super intéressant de voir un peu comment la pratique de médecine générale en solo, ça fonctionnait, d'un point de vue médecin assistant. Parce que pendant mon cursus, j'avais déjà eu à faire des stages de médecine générale et j'avais adoré parce qu'il y avait cette flexibilité-là. Celui chez qui est d'ailleurs un de mes mentors aussi, qui travaillait, qui avait son cabinet chez lui, et j'avais vraiment beaucoup apprécié sa pratique. D'accord. Et le fait qu'en médecine générale, tu puisses toucher
à plusieurs choses en fait. Tu es vraiment au cœur de la santé du patient parce que c'est une prise en charge vraiment globale du patient compte tenu de son milieu de vie, de l'aspect un peu social qui entoure ça. Et donc voilà, tu as plusieurs pathologies que tu touches vraiment en longueur de journée. Donc j'ai vu d'un point de vue non plus médecin, non plus élève en médecine, étudiant en médecine et étudiant en médecine stagiaire, mais du point de vue médecin assistant. D'un point de vue pratique, ce que ça comporte, l'activité de médecin généraliste en libéral. Super intéressant. Ça, c'était la première année. La deuxième année, je suis allée plutôt en maison médicale. Maison médicale, si tu veux, c'est quoi? C'est une pratique qui se veut un peu pluridisciplinaire. Ce sont des structures où tu as médecin généraliste, tu as infirmier, psychologue, assistante sociale, kinésithérapeute au sein de la même structure. Et donc, les professionnels de la santé, médicaux, paramédicaux, etc., se retrouvent au sein d'une même structure et prennent tous ces volets-là de la santé du patient en charge. Donc là, c'est du travail d'équipe, si tu veux. Donc ça, c'est la deuxième année, ma deuxième année de spécialisation. C'est là que j'ai travaillé. Donc c'était intéressant aussi, c'était une pratique que j'avais appréciée et ça a quelque chose de sécurisant aussi de se dire que bon, tu travailles là, et tu es entouré de d'autres professionnels sur qui tu peux t'appuyer en cas de... Voilà. Et donc, quand je suis allée là, il m'avait proposé par la suite, après mon diplôme, de continuer là comme médecin titulaire. Chose que j'ai acceptée. Bien travaillé, quoi. Bon, avant même que je commence mon année, parce que j'avais 2 maîtres de stage à ce moment-là, et il y avait une des deux qui ouvrait une nouvelle maison médicale. Et donc, pour ouvrir les maisons médicales, il fallait au moins 2 médecins généralistes. Et comme l'année d'après, j'étais full médecin généraliste, donc elle m'a proposé d'être médecin titulaire à ce moment-là. Chose que j'ai acceptée. Bon, à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est du pain béni. Et en soi, c'était une belle opportunité. Je ne vais pas cracher dessus. Et donc, j'ai commencé avec elle au sein d'une nouvelle maison médicale qu'elle avait ouverte, tu vois. Mais c'était intéressant, c'était du travail d'équipe, etc., etc. Et j'ai travaillé là 1 an. Et puis après, j'ai ouvert mon propre cabinet. Voilà. Tu sais que très peu de gens le savent, mais le médecin général, c'est une spécialité. Tu l'as dit tout à l'heure. Même moi, j'étais dans cette erreur jusqu'à ce que je rencontre des médecins qui me parlent de ça. Parce que en fait, j'ai grandi avec l'idée que tu deviens médecin général, ensuite tu te spécialises. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? À quel moment ça a changé ça? Ça, c'est en Europe ou en Afrique, c'est toujours le cas, médecin généraliste ensuite? Oui, de ce que je sais, le médecin généraliste, c'est le médecin qui vient de terminer ses études et donc il est généraliste. Je vais parler du cadre de la Belgique et probablement celui de la France aussi. La médecine générale, pour clarifier ça de manière plus simple, terre à terre, la médecine générale, c'est la médecine ambulatoire, si tu veux, en dehors de l'hôpital. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et c'est la première ligne de soins, si tu veux. On estime que tu as le médecin généraliste en première ligne, et puis après tu as par exemple le cardiologue qui va arriver en deuxième ligne, en fonction de la pathologie en face de laquelle on se trouve. Parce que quand tu vas arriver vers ce qu'on appelle cancérologie, bref, en oncologie, les traitements de cancer, etc., ça c'est déjà de la 3e ligne, etc. C'est encore autre chose. Donc, première ligne de soins, médecine générale. La médecine générale. Donc c'est le médecin généraliste qui, si tu veux, dépatouille un tout petit peu. Allez, c'est comme tu as une toile, et puis ok, s'il y a des défauts, médecin généraliste, allez, on dépoussière quand même un tout petit peu. État des lieux. On voit ce qu'il y a. On commence par faire des premiers examens, un premier bilan s'il y a un souci, si ça nécessite des examens, parce que des fois il n'y a pas forcément besoin de faire des examens. Mais on dépoussière un tout petit peu, et puis on voit là où il y a le défaut en question. Ok, ce défaut-là, c'est pour ce spécialiste-là. Et je dis, ok, vous voyez, tel spécialiste. Ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, en tout cas qui ne se fait pas trop en Afrique, peut-être parce qu'il manque de spécialistes. Mais le médecin généraliste, il fait tout, il peut te dire qu'il peut te gérer tous les problèmes que tu as. Mais ici, j'ai remarqué ça, tout le monde a au moins un médecin généraliste. Et c'est lui qui va te dire, ok, va voir ton cardiologue, ou va voir tel, il va te prescrire, il va même te donner le nom d'un cardiologue qui traite ce truc-là en particulier, machin, tout. J'ai remarqué ça, quoi. Oui, tout à fait, parce que en gros, si tu veux, il est vraiment au cœur de ta prise en charge. Ton médecin, c'est ce qu'on appelle les médecins de famille. Donc, il a ton parcours, en fait. Exactement.
Il a ton parcours de vie, il est au fait des différents aspects qui te touchent et il est encore le plus à même de te conseiller par rapport aux spécialistes à consulter. Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent, ils peuvent avoir un problème respiratoire. Ils se disent que ouais, ce sont les poumons. Non, c'est peut-être pas les poumons, c'est peut-être le cœur. Il faut un premier examen, il faut un premier bilan et tu orientes un peu. D'accord. Tu vois, sur base d'un examen clinique. Tu vois. Clair et précis. Ben oui, tu fais déjà ton examen clinique en cabinet. Et en fonction de ton examen clinique, tu orientes le patient. Le patient va se dire oui, j'ai un problème, je sais pas moi. Quand tu connais ton patient, je te prends un exemple tout bête. Tu connais ton patient, tu sais que bon, habituellement, je le vois régulièrement. À mon auscultation, je n'entends pas d'anomalie d'un point de vue cardio-pulmonaire. Ok. La fois d'après, il vient et dit ok, j'ai un peu du mal à respirer, j'ai mal à la poitrine, etc. Là, je te décris un canal. Il m'a dit oui, bon, est-ce que je peux voir un pneumologue pour les poumons, etc. Le gars, il n'est pas fumeur, il n'a pas de problème de tabac, il n'a pas rien. Mais tu réécoutes et tu te rends compte que, au niveau cardiaque, il y a peut-être un souffle qui est apparu. Parce que tu as son listing, si c'est quelqu'un que tu découpes la première fois, il a un souffle cardiaque, tu ne sais pas que ça c'est peut-être anormal. Alors que tu as l'habitude de le connaître, tu sais que il y a un souffle maintenant, ça peut-être il faut regarder. Tu l'envoies chez le cardio, pas chez le pneumo à ce moment-là. Tu vois, c'est un exemple tout bête, histoire d'illustrer un tout petit peu. Ou bien tu as une patiente qui arrive, tu as un peu son listing, tu sais que bon peut-être qu'elle fume un tout petit peu, au niveau de sa dernière prise de sang, il y avait des soucis de cholestérol, elle débarque, et puis elle a un problème de vertige. Tu dis, ok, bon, vertige, tu regardes les oreilles, rien de spécial, arthrose au niveau cervical, il n'y a rien de particulier, tu auscultes quand même au niveau de ses carotides, puis tu entends soudainement un souffle. Tu dis, ok, bon, on va faire une échographie, un échodoppler des carotides, on va voir. Et puis, quand on fait l'échodoppler, on se rend compte qu'il y a un rétrécissement au niveau de ces carotides. Tu dis, ton vertige vient peut-être de là. Donc, ça veut dire que tu as des vaisseaux là qui commencent à être sténosés et ça se répercute. D'accord. Au niveau cérébral, bêtement. Tu vois. Donc, c'est parce que tu as, si tu veux, l'histoire de ton patient que tu arrives à orienter. Que ça te permet de dire peut-être que ça vient. Donc, quand on change de médecin comme ça, ce n'est pas une bonne chose finalement. C'est pas une mieux rester avec un seul généraliste. Et c'est important que ce soit centralisé. Ok, famille. En gros. Ok. Tu vois. Donc voilà. Après, tu peux changer de médecin. Oui, il n'y a aucun souci. Et à partir du moment où tu changes de médecin, on transfère ton dossier. Évidemment. Donc, mais c'est toujours mieux que ce soit quelqu'un qui te suive depuis. Ok, d'accord. Ok, super. Mais pourquoi tu ouvres ton cabinet? Après 1 an, tu décides d'ouvrir ton cabinet. Voilà, ce soir. Ne faites pas ça chez vous. Je vous préviens. Les jeux plutôt. C'est kamikaze. Moi-même, je n'en reviens pas. Pourquoi j'ouvre mon cabinet? Tu aurais pu te dire, j'attends 3 ans, je travaille comme tout le monde. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais faire mon portefeuille client. Parce que mon précédent, mon maître de stage, avec qui j'étais justement la première année qui travaillait en libéral, je lui ai demandé conseil d'ailleurs, et il me disait que il me conseillait d'attendre 4-5 ans avant de me lancer parce que le temps de se faire sa patientèle, etc. Parfois ça pouvait. Ok, bon, j'ai écouté, mais bon, comme moi je suis têtue, je fais ce que je veux. Bon, voilà. Ce qui fait que l'idée d'ouvrir mon cabinet est arrivée en période du Covid. En plus. Ouais. Ouais. Plus c'est fou, plus c'est moi. Voilà. C'est dit. C'est aller chercher. Ah ouais. Non. Moi, quand c'est simple, c'est pas pour moi, quoi. Il faut que ce soit. Plus c'est compliqué, plus. C'est challengeant, plus c'est ça. Okay. Donc, du coup, à la période du Covid, je travaillais au sein de la maison médicale et tu vois, des fois, je suis quelqu'un de très intuitif, entre parenthèses. Et donc, quand il y a un truc qui commence à me tarauder, et que ça revient, et que ça, au point où je n'endors pas, si je ne le fais pas, je ne suis pas tranquille. Ok. En fait, j'ai besoin d'expérimenter le truc. Et c'est comme ça que, au niveau du fonctionnement de la maison médicale, au niveau de l'ambiance, au niveau de comment le travail se faisait, au niveau de la construction de ma patientèle, peut-être que c'était mon impatience, je n'en sais rien. Mais je ne me sentais plus à ma place, bêtement. Pas que mes collègues avaient pas du tout, c'était pas ça du tout. Mais j'avais besoin d'exprimer autrement. De voler de mes propres ailes. Ok.
Tu vois. Ça, je comprends. D'autant plus que là, j'étais dans une maison médicale avec une consoeur qui était précédemment en maître de stage. Et le danger, selon moi, ça c'est ma croyance, le danger quand tu continues avec la maître de stage, c'est que tu restes dans l'ombre de la maître de stage. Oui, tu es toujours la stagiaire. Voilà. Tu restes dans l'ombre de la maître de stage, c'est comme avec le mentor. Je dis, à un moment, il faut sortir un peu de l'ombre du mentor et déployer tes ailes. Tu vois. Donc j'avais besoin de ça, j'avais besoin de déployer mes ailes, j'avais besoin de voler, de m'envoler. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer petit à petit dans ma tête. Et du coup, je demande conseil, je me renseigne, je regarde un peu les locaux à louer. Je vais visiter gentiment. J'avais même encore annoncé que je comptais ouvrir mon cabinet. Tu étais déjà dans la démarche? J'étais dans la démarche, je me disais, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? Okay. C'est intéressant ce que tu dis là. Pourquoi tu commences à visiter les locaux? Tu vois, pourquoi tu commences à te mettre dans cette démarche-là? C'était pour libérer ton cerveau? J'avais besoin de clarifier les choses pour moi-même déjà. Tu vois, d'être au fait de, ok, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que je me lance? Quand tu as des doutes, quand tu as peur de quelque chose, pour moi, la meilleure manière encore, c'est d'affronter. Ouais. Affronte. Je suis totalement d'accord en face de ça. Parce que quand tu es là et que tu te tritures le cerveau, tu souffres de quelque chose qui n'est même pas là, en fait. Tu souffres pour rien. On est tellement en phase. Tu souffres pour rien du tout. Donc, du coup, il vaut mieux aller faire. Ok, bon, on va crever l'abcès. On y va. Donc, je vais, et puis je me mets à visiter. J'avais ciblé deux, trois locaux. Le premier local que j'ai vu, j'ai eu le coup de cœur. D'accord. Direct. Et le lendemain, je devais visiter autre chose. J'ai été visiter, il était super sympa. Mais mon cœur battait pour ce local-là, le premier local. Mon cœur battait littéralement pour lui. Et du coup, quand j'ai commencé à hésiter, je me disais oui, le cabinet me plaît, le local me plaît, comment je fais? J'ai appelé un de mes mentors, un de mes premiers mentors d'ailleurs en médecine générale. C'est celui chez qui j'ai quasiment fait tous mes stages de médecine générale quand j'étais étudiante, avant même que je commence mon assistanat. Assistanat, c'est quand je suis médecin assistant. Et donc, je l'ai appelé, et il était justement dans la commune où se trouvait le cabinet où j'avais eu mon coup de cœur. D'accord. Alors, je l'ai appelé, il me dit, ok, voilà, j'ai un projet d'ouvrir mon cabinet. Ok. J'ai visité. J'ai besoin d'être rassurée là. J'ai besoin de conseils. Voilà, conseil. Il me dit, honnêtement, si tu viens dans la commune, étant donné que moi, enfin, il avait commencé déjà à lever le pied, et puis il y avait de nouveaux de jeunes médecins qui s'étaient installés, qui avaient repris sa patientèle, mais il avait d'autres maisons de repos. Il m'a dit honnêtement, pour connaître la commune, t'inquiète pas, tu ne vas pas chômer. Lance-toi. Ok. Il dit ok. Sûr, hein? Il dit si tu veux, je t'aide à te lancer. Et je t'aide à te lancer, c'est un peu jouer un rôle de, entre guillemets, sponsor auprès des autres confrères du coin. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire simplement parler de moi et leur dire en gros que vous pouvez lui faire confiance parce que en soi, il m'avait formé. D'accord. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que je dis, ok, bon, on va aller sur celui-là. Tu vois, il y a des choses comme ça, quand ça te tarose, il y a des choses qui sont alignées pour toi. Et il vaut mieux y aller. Il faut y aller. Ouais. Et jusqu'à présent, je ne regrette pas. Pour info. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancée, j'ai annoncé, quand c'était clarifié, c'était plus clair dans ma tête, j'ai annoncé à la maison médicale que je partais. Ça n'a pas forcément été bien reçu, mais voilà, ça fait partie de la vie. Voilà. Et c'est comme ça que le 2 novembre 2020, quand on reconfinait, j'ouvrais mon cabinet. Oh là là. Quelle idée. Donc, bah oui. Mais est-ce que avoir grandi avec un père entrepreneur t'a donné un peu cette âme de recherche de liberté, de recherche d'indépendance? Toi, c'est précoce, hein, un médecin, 1 an, et ouvrir son cabinet. C'est possible.
je vais pas faire dans le cliché, mais tu es femme, Oui, noire, oui, en Europe. oui. Tu as 1 an d'expérience dans la... En fait, tu as plus d'années d'expérience, mais en tant que titulaire, Mhm. tu ouvres ton cabinet. Mhm. Il faut en avoir, hein. Alors, Tu comprends ce que je veux dire? tu sais, je pense que j'ai des parents, pas que papa, j'ai des parents qui ont un tempérament quand même assez... Ils ont un caractère bien trempé. Ok. Maman, de formation, elle est prof d'espagnol. D'accord. Mais maman aussi, Intéressant. avait des activités entrepreneuriales. Hmm, Donc, c'est d'accord, pas que intéressant. ça. Donc mes deux parents, j'ai toujours vu mes deux parents Se être dans débrouiller. une dynamique voilà, de conquête Ok. de quelque chose. Et maman, une fois j'avais dit, je me souviens, j'étais toute petite, j'avais dit à maman que oui, je vais être secrétaire de direction. Elle m'a regardé comme ça, comme elle me dit, et tu vas travailler pour quelqu'un qui va te donner des ordres. Elle m'a dit, tu n'as pas d'autre ambition, toi. C'est quelque chose qu'elle ne comprend même pas dans sa tête. Mais voilà, elle me dit, et tu es secrétaire et puis on te donne des ordres, c'est quoi ça? Excellent. Donc mes parents étaient toujours dans cette dynamique-là. Ok, d'accord. D'accord. Donc Tu vois. le fruit ne Donc tombe pas moi, loin de je n'ai l'arbre. pas, j'ai pas eu ce truc où, parce que tu es femme, Ok, d'accord. j'ai jamais eu cette... Mhm. On m'a pas conditionné comme ça. D'accord. Et mes parents, de manière générale, bah, on me laisse m'exprimer, quoi. D'accord. Donc, moi-même, je parle, je dis ce que je pense, quoi. Tu vois. Donc mes parents, ils ont toujours eu cette dynamique-là de dire que ben, si tu peux faire plus, Tu fais plus. pourquoi tu te limites à ça, Je suis d'accord. en fait? Totalement, ouais. Mais c'est C'est vrai. très important ce que tu dis là. Pourquoi tu dis que moi je n'ai pas eu ce truc de femme là? C'est très important parce Mhm. que en fait quand tu te déploies en ne te disant pas que je suis femme, je suis noire, tu vas beaucoup plus d'opportunités en face de toi. Mhm. Bah, tout ce que j'ai cité là, c'est fait exprès parce que je sais que beaucoup de gens vont se limiter dans le ah mais je suis noire, je viens d'arriver, Mhm. ça me fait seulement 1 an, en plus je suis Non, femme, mais- est-ce que j'aurai des collègues qui Oui. vont Et me tu sais- soutenir, tu vois ça? Moi, j'ai pas eu ce... Et une des choses que... Et maman, je sais que maman a fait une partie de ses études en Espagne, D'accord. en France et en Espagne. Papa, il voyageait régulièrement. Et ce qu'il nous disait tout le temps, c'est que qu'on ne vous raconte pas des conneries Hmm. en Europe, c'est le travail. Tu bosses, tu y arrives. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu es noir, tu vas pas y arriver. D'accord. Il Très me important, ce disait, ici, pour arriver, il faut être quelqu'un derrière quelqu'un. Mhm. Là-bas, si tu travailles vraiment, tu Tu as fais ta tes place. preuves, c'est possible, il y a moyen. Donc ne te limite pas parce que... Non, moi, quand je suis arrivée, je n'étais pas en optique de je suis noire, je ne vais pas arriver à être médecin. Je me suis jamais posé la question. Franchement, je ne me suis pas... C'est très J'avais important, ça. pas cette limitation-là dans ma tête. Ce que je savais dans ma tête, c'était si je bosse, Tu y arrives. j'y arrive. Ok. Et maman m'a dit, parce que maman était enseignante, elle m'a dit, elle m'a conseillé, regarde le programme d'évaluation pour l'examen d'entrée. Va voir, demande le programme d'évaluation. Donc je suis allée, j'ai regardé, j'ai demandé le programme d'évaluation. Je lui ai envoyé le programme d'évaluation. Elle m'a dit, ok, comme elle avait ses collègues enseignants aussi, ils m'ont trouvé les bouquins. Donc quand papa venait en voyage, elle lui a donné les bouquins pour qu'il me les D'accord. donne. Et c'est avec les bouquins du Cameroun que j'ai préparé mon examen d'admission. Hein. D'accord. Donc j'ai pas... voilà Je quoi. vois ce que tu Donc veux j'avais dire. pas de... J'étais pas bloquée sous prétexte que... C'est très important. Tu vois, sous prétexte que je suis noire, sous prétexte que... Après, évidemment, tu arrives dans la vie active. Il y a des personnes qui vont Oui, te ouais. laisser croire que parce que tu es noire, ça veut dire que tu n'es pas crédible. Mhm. Bah, j'ai envie de dire, bah, ça t'appartient, ça m'appartient pas. Si Oui. toi, dans ta tête, tu te dis que noir est synonyme de pas crédible, bah, c'est pas moi qui suis limitée en fait. C'est toi. Ouais. Et je n'ai pas Totalement. apporté ça sur moi, en gros. Tu vois? Mais évidemment, dans le parcours, pour arriver à cet état d'esprit-là,
bah, il y aura forcément des gens qui vont te faire savoir à répétition que bon, bah, tu es faible, tu es noir, tu es nul, etc., etc. Et tu devras faire tes preuves. Mais à partir du moment où tu sais de toute façon que bah, de toute façon, que vous soyez là ou pas, j'ai besoin de faire mes preuves. Tu vas travailler, donc franchement, ça change rien en fait. Je vois. Donc voilà, c'est un peu. C'est vraiment cette dynamique. Moi j'ai plutôt évolué, pour clarifier, j'ai évolué dans une dynamique de travail. Tu veux quelque chose, tu bosses. Ça ne te tombe pas dessus comme tu veux, tu bosses. Point barre. Il n'y a pas de. Mais oui, la vie n'est facile pour personne. Qu'est-ce que c'est facile? Personne. C'est pas que c'est facile. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui te ramène sur YouTube? Mais tu accumules les challenges. Hein. À fond. À fond. Et c'est pas le dernier. Attends, tu rigoles? Qu'est-ce qui m'amène sur YouTube? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène à créer le Max Santé? Le Max Santé. Ouais. Je t'ai dit que mon frère est autiste. Oui. Mon frère s'appelle Max. Ok, d'accord. Dans le Max Santé, c'est un hommage à mon petit frère. D'accord. Alors, pendant longtemps, tu sais, l'autisme, les pathologies où on a des personnes qui sont intellectuellement un peu retardées, qui ont des retards intellectuels, on a tendance à un peu, comment dire ça, mystifier ça. Oui, en Afrique du Sud. C'est toujours, ouais, c'est assez particulier. Et parfois, on fait pire que mieux dans les démarches qu'on entreprend. Tu vois, on peut se dire que c'est un sorcier. C'est la tante du village. Exactement. Alors qu'en fait, c'est une pathologie à part entière qui peut être prise en charge différemment en fonction des moyens dont on dispose évidemment et des ressources qu'on a. Bon. L'idée du Max Santé, c'était quoi? C'était pouvoir m'épanouir dans quelque chose que j'aimais faire, notamment l'écriture. Je suis une amoureuse des textes, des livres, et personnellement, je trouve que je suis plus éloquente dans mes écrits. Et je voulais pouvoir faire ça dans un but d'éducation, un but éducatif, un but de comment dire, afin de permettre d'éviter justement que ce type d'erreur se répète. C'était ça l'idée de départ. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le Max Santé. À la base, l'idée c'était pas de faire une chaîne YouTube. Ok. L'idée c'était de créer un blog. Ok. Parce que ça cadrait avec ce que je savais faire de mieux. Écrire. Voilà. Et du coup, j'ai commencé simplement avec Instagram et Facebook. Je faisais des textes, des machins, etc. Je faisais des longs textes et tout. J'ai fait un comme quoi. J'ai commencé avec ça. Et puis, progressivement, quand tu te lances dans quelque chose, tu vois un peu comment ça prend, comment ça mord. Tu vois. Et progressivement, tu te rends compte que il y a des personnes qui adhèrent au texte, qui ont la patience de lire, et il y a une majorité qui n'a pas la patience de lire et qui préfère du contenu audiovisuel, etc., etc. Et donc petit à petit, tu t'adaptes un peu à la demande de ton audience, de ton public et tout. Et donc, c'est comme ça que progressivement sur Instagram, je commence à faire des petites vidéos. Tu vois, des vidéos explicatives qui durent 5 minutes grand max pour parler d'une thématique de santé. Et je touchais vraiment la santé de manière générale. D'accord. Donc j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça et les gens adhéraient plus au format vidéo. C'est comme ça que donc j'avais le truc, le projet YouTube quelque part dans un tiroir, mais voilà, j'avais besoin de laisser mûrir un tout petit peu la chose et après à un moment j'ai dit ok bon, il faut se lancer là. D'accord. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. D'accord. Ok, d'accord. Donc à la base, c'était tout autre chose. Ok, d'accord. Mais quand tu te mets sur YouTube, parce qu'on s'est rencontrés à une conférence, la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce qui fait que... Moi, ça m'avait beaucoup intrigué. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un docteur se dit, je veux venir me former aux techniques de marketing ou
ou à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait que tu vas à une conférence? Pourquoi je vais à une conférence? Comme je t'ai dit, j'ai plein de challenges. Le Mac Santé, mon activité professionnelle, etc. Pour moi, ce sont des débuts. D'accord. Pour plein d'autres projets que j'envisage. D'accord. En fait. Donc, ce sont des points d'entrée. Il faut bien commencer quelque part. Tu vois. Donc, pour moi, ce sont des points d'entrée. Et il y a ça, le fait d'avoir un point d'entrée, savoir comment tu pars d'une activité, comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça progresse. Je n'y étais pas encore, hein, mais ce que j'ai appris à ces endroits-là, ce sont des choses qui me servent encore aujourd'hui. Tu vois, dans ma réflexion, dans la manière avec laquelle j'implémente ou bien j'envisage d'implémenter ce que je veux mettre en place, etc., etc. Et ce sont des points d'entrée qui me permettront de développer autre chose par la suite. D'accord. Donc c'est quelque chose de dynamique en fait, c'est pas un truc statique. Et puis à côté de ça, je suis quelqu'un de curieux. Tu vois. Je suis quelqu'un de curieux, donc je vais aussi pour voir, ok, bon, on va voir à quoi ça ressemble une conférence sur le business. À quoi ça ressemble? D'accord. Ah ben j'y vais. D'accord. Ouais, je peux te dire que je suis pas sûr que les médecins ils vont trop dans les conférences business, surtout au pays. Ben écoute, je me dis... Parce que le médecin, le prêtre il est là comme ça en Afrique, le médecin il est pas loin. Ok. Ok. Mais après, je pense aussi que voilà, il y a un truc qui me vient à l'esprit là. Faut pas mourir idiot quand même. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, la vie, et je pense qu'avec le Mac Santé, c'est quelque chose que j'expérimente au fur et à mesure. Il y a tellement de choses à découvrir dans cette vie. Bien il y a trop de choses à découvrir pour se cantonner à un petit... Parce qu'en soi, la médecine, ok, mais ça représente ça par rapport à tout ce que le monde a à offrir. Bien sûr, bien sûr. Et même quand tu vois les savants d'avant, ils touchaient à beaucoup de choses. Hein. Ils sont cités dans plusieurs choses. Ils sont cités en chimie, ils sont cités en biologie, ils sont cités dans tout ce que tu veux. Et nous, maintenant, c'est vrai qu'on est à une ère de surspécialisation. On est dans une ère où voilà, tu dois être spécialisé. C'est quoi ton expertise? Voilà, c'est ça. Ton expertise. C'est exactement ça. En passant, ton expertise aujourd'hui, elle peut être désuète demain. Bien sûr. Voilà. Ça. Donc, c'est quoi ton expertise? Mais moi, je crois au multipotentiel. Oui, bien sûr. Pareil. Je crois qu'on peut être plusieurs choses en même temps. Tu peux être médecin et mannequin, pourquoi pas. Tu peux être médecin et, je sais pas moi, astronome. Tu peux être tout ce que tu veux. En vrai. Ça ne dépend que de toi. J'ignorais que tu avais l'amour pour l'écriture. Moi j'ai ça. En fait, j'ai découvert ça avec le temps. Que j'avais ça en moi où, comme tu dis là, je me trouve beaucoup plus éloquent, beaucoup plus pertinent quand j'écris. Je suis très impactant. Et sur divers sujets. Même si j'ai une imagination très fertile là-dessus. Je pense que je vais t'envoyer mes essais. Je veux voir ce que tu en penses. Si tu es, comme tu es amoureuse de ça. Mais sans... Pour autant, être quelqu'un qui lisait beaucoup, quoi. C'est maintenant que j'ai commencé à beaucoup lire sur l'entrepreneuriat, mais avant, je ne lisais pas tant que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que, voilà, en fait, à force de travailler, tu peux développer beaucoup de choses. C'est très intéressant. Mais là, revenons sur le Mac Santé que tu as créé pour partager ce côté-là, pour un peu vulgariser la sujet médicale. Voilà, la vulgarisation médicale, comme tu m'as dit tout à l'heure. Pourquoi tu commences à parler de sexe aux Africains? Les Africains n'aiment pas qu'on leur parle de sexe. Comment tu commences à lui dire que s'il n'arrive pas à satisfaire sa femme, c'est parce qu'il a des problèmes au bureau? Alors, pourquoi est-ce que je commence à parler de sexe? Alors, à la base, quand j'ai commencé avec la chaîne YouTube, je parlais de pas mal de choses. Étant donné que je suis médecin généraliste, je touche à pas mal de sujets. J'ai parlé des problèmes d'acné, j'ai parlé des problèmes d'hypertension, cholestérol, etc., etc. Donc, j'en ai parlé. Et comme je travaillais, j'ai dit précédemment que je travaillais en centre de planning familial parce que j'avais fait une formation spécialisée en gynécologie générale et pratique des IVG. Donc, je parlais également de tout ce qui avait trait à la gynécologie générale, notamment les problèmes d'hygiène intime. C'était quelque chose qui revenait. Bon.
Et donc, dans un souci de progression de la chaîne, pour voir un peu les perspectives qui étaient possibles, etc., je me suis interrogée sur ce que je pouvais faire, en gros, et j'ai demandé à un de mes mentors, Philippe notamment, qui m'a demandé, ok, analyse les statistiques de ta chaîne, regarde les vidéos que tu as tournées, quelle vidéo a le plus fonctionné? Prends les vidéos qui ont le plus fonctionné, du moins la vidéo qui a le plus fonctionné, et creuse. Ça veut dire que là, il y a quelque chose à creuser. Chose que j'ai faite. Et donc, du coup, je suis allée creuser davantage sur tout ce qui touchait aux problèmes gynécologiques, de manière générale. Donc, j'ai commencé à aborder les problèmes gynéco. Et même dans des problèmes gynéco, et donc sexuels, eh bien, il y a une demande qui se fait par rapport à la sexualité. Donc, ça fait vraiment comme un effet entonnoir. D'accord. Tu vois? Et c'est comme ça que je me rends compte que les problématiques d'ordre sexuel, il y a une demande. Et en plus, c'est un sujet qui est encore tabou. La demande est grande, mais personne n'en parle. La demande est grande, des gens en parlent, des gens qui ne sont pas forcément des professionnels. Ah oui, ça c'est vrai. Et des gens qui en parlent parfois dans un jargon, de manière à essayer de le tourner au ridicule. Oui. Pourquoi? Parce que c'est gênant de parler de sexualité. Ils ne le font pas, c'est pas mal intentionné, hein. C'est simplement parce que quand tu parles de sexualité, imagine tu arrives quelque part, je discutais d'ailleurs de ça avec une proche, tu arrives quelque part, tu vas voir les gens, quand ils font une blague sur le sexe, les gens rient. Les gens rient pourquoi? Parce que c'est drôle? Non, parce que c'est gênant, ils sont gênés, tu vois. Donc parvenir à parler de sexualité, parce qu'en soi, c'est la sexualité qui rythme un tout petit peu notre vie, parce que si elle n'était pas là, tu ne serais pas là, je ne serais pas là. Donc, pouvoir parler de sexualité, comme on parle de business maintenant, comme on parle de livres, comme on parle de plein d'autres sujets, sans forcément faire rougir les gens, parce que ça fait partie de la vie. Pour moi, c'est encore ça le gros challenge. Et de manière professionnelle, arriver avec des faits. Pas venir là raconter ma vie. Arriver avec des faits concrets, scientifiques, tu vois. Un guide, tu vois, un guide pratique, ça reste de la vulgarisation, ça reste de l'éducation à la sexualité. Donc arriver avec ça pour leur donner un point de départ. Tu vois, parce que habituellement, comment est-ce que les gens découvrent la sexualité? Pas plus hasard. Hein. Non, pas par plus hasard. Non, pas du hasard. Juste... Excuse-moi, je t'écoute. Moi, j'allais dire, si c'est pas la télé, ensuite tu tombes sur une fille ou un garçon et l'un de vous pense qu'il connaît un peu plus. Tu vois, là, par exemple, je te frôle les mains, tu as l'air gêné. Ah ouais? Je te promets. Non, mais c'est vrai, tu as l'air gêné. C'est possible, c'est possible. Tu vois? Mais tu vois, tu me fais remarquer, mais du coup, j'étais en train de réfléchir à comment moi j'ai découvert la sexualité au moment. Je pense que c'est ça qui m'a gêné dans ce que je disais. Exactement. Du coup, ouais, ok. Mais pourtant, tu n'es pas le seul à avoir découvert sa sexualité. Non, mais c'est vrai, quoi. On est d'accord. Incroyable. Non, c'est vrai. Parce que quand je te vois, oui. C'est courant, c'est normal. D'accord. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens vont découvrir leur sexualité via la masturbation. Ah, oui, mais quand tu vas parler de masturbation, ça va gêner. On va te taper sur les mains. Oui, parce qu'on va te dire, et c'est ce qu'on m'a dit, que j'encourage les gens à se masturber. Non, je n'encourage pas les gens à se masturber, mais c'est un fait. D'accord, je vois. C'est quelque chose qui existe. Et quand on parle de masturbation, c'est manipulation, c'est manu génital. Donc ça veut dire que quand on parle de masturbation, c'est soit plaisir solitaire, soit plaisir à deux. Oui, bah oui. En gros. Mais c'est vrai que le plaisir à deux, c'est pas ce qu'on associe souvent à la masturbation. Mais quand tu vas définition littérale de la masturbation, c'est la manipulation manu-génitale. Donc tu manipules les parties génitales avec la main. D'accord. Donc tu peux masturber ton partenaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois? Et vice versa. D'accord. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ça ne gêne pas? Point d'interrogation. Mais du coup, les gens, en général, les premières expériences sexuelles,
C'est Ok. souvent de la masturbation. Mais- Devant un film pornographique, une Ok. revue érotique ou des choses comme ça. C'est souvent ça. Ouais. Tu vois. Et donc, tu as déjà vu un endroit où on te dit, ok, pour le premier rapport sexuel, on fait ci, on fait ça, on fait comme ça. C'est ça, on n'a pas de guide. Oui, c'est vrai. Pourtant, tu as des parents qui t'apprennent à te brosser les dents. Oui. Ils t'apprennent à tenir une cuillère, une fourchette. Ils t'apprennent à t'exprimer. Ils t'apprennent plein de choses. Mais l'autre là, Ils ne vont pas là-bas. C'est vrai. donc, pourquoi je Du coup, parle oui, de chacun sexe? découvre ça à sa façon, avec Voilà. les avantages et les inconvénients qui vont avec, quoi. Chacun découvre sur le terrain, Oui, oui. tu vois. Et les gens, il y en a qui osent poser la question de savoir, ok, est-ce que c'est normal que je ne ressente rien lors des rapports sexuels? Parce qu'on leur a vanté quelque chose. On met des films où des gens se déshabillent très nerveusement Oui. parce que passion, visiblement, égale nervosité. Bon, encore que, voilà. On met des films où les gens se découvrent, ont une sexualité visiblement très étincelante dans les films. Et quand tu es en face-to-face avec ton partenaire dans ton intimité, en fait, c'est pas ce que tu as vu à la télé, quoi. Tu vois. Et puis ça dure. C'est pas Une ça heure. du tout. Voilà. Le même mec peut enchaîner, je sais pas combien de. C'est ça. Ouais, je Où vois. est-ce que ça a fauté? Qu'est-ce qui s'est passé? On a loupé un épisode. Tu vois. Donc c'est ça, il y a un gros décalage entre ce qui est véhiculé à la télévision, dans les revues, etc. et ce qu'on vit dans la réalité, et il n'y a pas de transition. Autant pour certaines choses, parce que la sexologie en soi c'est encore très controversé, ça a du mal encore à être représenté. Voilà, il n'y a pas énormément de professionnels, mais ça vient de plus en plus. Mais autant tu as un problème intime, tu peux aller voir ton gynéco. Et ton gynéco, pour autant que le gynéco prenne le temps de t'expliquer les choses, il y a moyen que tu glanes certaines informations. Mais en matière de sexualité, c'est pas encore gagné. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Ok. Non. C'est comme ça que je suis. Et puis ça amène à des dérives, parce que moi j'ai vu aujourd'hui en Afrique, même ici, et plus en Afrique parce que je regarde un peu ce qui se passe là-bas, des jeunes boire n'importe quoi pour tenir sur des femmes et finir avec des crises cardiaques, quoi. Bien sûr. J'ai vu une fille récemment qui s'est injecté un truc, je ne sais pas quoi, parce qu'elle voulait resserrer son vagin. Je trouvais ça grave, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller à cette dérive-là? Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ceux qui en parlent vont en parler d'une façon où, en fait, sans maîtriser le sujet ou sans vraiment le vulgariser de la bonne façon, avec des faits, pour que les gens prennent conscience de la chose. En fait, on en parle comme ça, on rigole de ça, et puis les gens finissent par faire des bêtises, quoi. Et les gens font des bêtises aussi parce qu'il y a un complexe, il y a un souci de performance Oui. qui, en fait, dans la sexualité, n'est pas nécessairement utile. Ah ouais. Non. Ok. À quel moment est-ce qu'on vous a dit que parce qu'un gars tient sur une femme 1 heure de temps, ça fait de lui forcément un bon amant? Je suis d'accord avec toi. C'est pas ça qui est... Non mais c'est vrai quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu tiens au-dessus 1 heure, 2 heures que tu es forcément un bon amant. Tu peux tenir 1 heure, 2 heures, mais la pauvre elle a mal. En vrai. Tu vois? Et il y a autant de souhaits, de désirs dans l'acte sexuel qu'il y a de personnes. Ok. Donc, Ok. moi, je peux vouloir, je peux être sensible à un type de caresse, va répéter la même chose chez l'autre, va dire, eh oh, tu me prends pour un chat ou quoi? Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup, surtout tout le monde, je pense. Je voulais dire les hommes, mais je pense que même les femmes, en fait. Tout le monde fait donc, cette erreur. il n'y a pas de... Parce que les gens se disent, oui, un homme qui est un bon amant, c'est un homme qui tient longtemps. Un bon amant, c'est un homme qui... Si. Non. Une bonne amante, c'est une femme qui, je sais pas moi, qui est capable de tourner ses reins d'une certaine manière. Une bonne amante, c'est... Non, pas forcément. Est-ce que le gars en face a dit qu'il a besoin que tu fasses des déhanchés, que tu fasses des pirouettes ou je sais pas quoi? Non. C'est Donc, toujours en fonction de la personne avec qui. C'est en fonction de la personne avec qui on est. C'est en fonction déjà de nous-mêmes, de ce qu'on est capable, de ce qu'on veut. Tu vois? Et sur base de ça, on s'intéresse à ce que l'autre veut et c'est un échange. Tu vois? C'est un échange, c'est un partage.
Et il n'y a pas et ce que je dis souvent, il n'y a pas de règles carrées, figées en matière de sexualité. C'est vous qui faites les règles de votre sexualité à deux. Et aussitôt que vous changez de partenaire, les règles vont changer aussi. D'accord. Tu vois, en fonction de vos croyances religieuses aussi, il y a des choses que tu peux décider de faire et des choses que tu peux décider de ne pas faire parce que ton éducation, parce que tes croyances, parce que tes envies. Tu vois, on ne va pas dire la femme qui décide que je n'aime pas faire la fellation. D'accord, ta vidéo va être censurée. YouTube n'aime pas ça, je te préviens. Bon, parenthèse. La femme qui décide, je n'aime pas faire la fellation parce que ça me dégoûte, je n'y arrive pas. Qui sommes-nous, qui suis-je pour lui dire, madame, tu es une mauvaise amant parce que tu ne fais pas de fellation. C'est ton choix. Maintenant, à celles qui veulent le faire, moi, mon rôle, c'est de dire, ok, vous voulez faire la fellation, voilà les choses à savoir. Si vous ne voulez pas la faire, c'est bien aussi. Tant que c'est respectueux de votre sexualité, de vos désirs, de votre personne, de votre intégrité. C'est ça, en fait. Et tu ne t'attires pas des gens des religions qui te disent que tu es en train de pervertir la société africaine, les jeunes, Si la société africaine se pervertit à cause de moi, donc j'ai un tel pouvoir. Allez. Mais c'est très important ce que tu dis là, c'est très important de vulgariser ces sujets-là parce qu'on se rend compte qu'on est ignorant à un point terrible. Et qu'on a des freins dans nos têtes en fonction de la religion, de notre éducation, plein de choses. Moi, j'en ai discuté plusieurs fois avec des amis que je ne peux pas citer, bien évidemment. Garde-le pour toi, c'est mieux. Et on est tous arrivés à une conclusion que la manière dont l'homme se comporte avec la femme de dehors, souvent, ne va pas être la même manière qu'il va se comporter avec une femme avec qui il est. On va dire marié ou... Pourquoi selon toi? Parce que pour moi en fait, soit c'est religieux, soit c'est l'éducation. C'est que tu ne vois pas ta femme comme la personne que tu vois dehors avec qui quand tu étais jeune, tu te disais que c'était pour un coup, c'était pour je ne sais pas quoi, tu vois. Et en fait, c'est comme si d'un coup tu as quelqu'un que tu veux préserver d'une... Je ne sais pas d'où ça vient ce truc-là. Et... en parlant tout à l'heure quand tu disais que la religion, les gens vont avoir des freins, elle va dire que je ne peux pas faire ci, je me suis dit en fait ça peut venir de là, ça peut être un bagage que on traîne avec nous comme ça, mais en fait moi je dis ça pour, c'est pas la majorité des hommes qui sont comme ça, bien évidemment il y en a qui se comportent de la même façon avec les filles avec qui ils flirtaient avant et leurs femmes finalement, mais il y a un décalage. Il y a un décalage entre le moment où tu flirtais avec ta femme et au moment où elle devient ta femme à la maison. Et que vous êtes mariés. En fait, c'est comme si tu switches en mode sérieux d'un coup. Tu dis, mais qu'est-ce que... Le réveil du complexe d'Oedipe? Peut-être. Peut-être. C'est tout à fait possible. Ou la femme, ta partenaire qui finalement est devenue mère, tu la vois comme ta mère. Peut-être. Et donc, ça sacralise un tout petit peu et ça fait que tu mets plus de restrictions dans vos actes sexuels. Ce sont des choses qui arrivent, oui. Peut-être, ouais. Peut-être. Ok. Donc du coup, j'allais d'ailleurs faire un podcast dessus avec, oui, on abordait un peu le sujet, c'était pourquoi est-ce que l'homme est irresponsable du plaisir de la femme. Ah, ok. Et donc du coup, avec mon ami justement avec qui je faisais le podcast en question, on disait que justement c'est problématique, il y avait des hommes qui préféraient aller avec une maîtresse où ils pouvaient littéralement se lâcher, et avec la femme à l'intérieur, non, c'était un peu la madone préservée comme ça, très sacrée. Comme si elle n'avait pas les mêmes besoins que l'autre, tu vois, finalement. C'est ça. Et donc moi j'étais plutôt en train de me dire que, et si on pensait et pourquoi est-ce que la même femme ne pouvait pas être à la fois madone et courtisane? Ok. Tu vois? Et après, c'est plein de choses aussi dans le quotidien qui font que la perception du partenaire peut être changée, peut être modifiée. La routine, le quotidien font que on voit son partenaire différemment.
tu vois. Je lisais un bouquin dernièrement, et là ça me fait penser à un passage assez subtil, où le monsieur disait qu'au lieu d'appeler, par exemple, avec les enfants, au lieu d'appeler par exemple le partenaire papa contre une femme, ce n'est pas ton papa, c'est le papa de votre enfant. Donc au lieu de dire va dire à papa, essaye de maintenir, va dire à ton papa. Pour éviter justement d'attribuer cette image paternelle à son partenaire. Ah oui, intéressant ça. Et justement éviter de se retrouver justement dans des situations comme celle que tu me décris, où on voit son partenaire comme un père, où il perd un peu son côté partenaire, amant, etc. Donc ce sont des petits pièges comme ça du quotidien qui font que. D'accord. Tu vois. Et après, il y a des choses qui arrivent dans le quotidien qui font que voilà, vous êtes obligé un peu de dealer avec. Le fait que par exemple vous ayez des enfants qui viennent constamment squatter votre lit, et voilà, vous perdez un tout petit peu de votre intimité. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, des choses auxquelles il faut veiller. Est-ce que ça ne perturbe pas voilà, que ça ne perturbe pas, et trouver, et à mon avis, c'est important. Après, chacun fait avec les idées qu'il a. Mais à mon avis, c'est important, comme je te le disais un tout petit peu en off, c'est important de parvenir à accorder une certaine place à son intimité avec l'autre, justement. Parce que la sexualité à deux, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui est dynamique. Et au début de votre relation à deux, vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez des envies, vous avez des machins, et puis après, il y a la routine qui s'installe. Vous perdez un peu de désir, c'est normal, ça arrive. Vous perdez un peu de désir, c'est routinier, c'est machin, etc. Mais c'est important de se dire, ok, je veux ça. C'est comme quand tu travailles sur ton business. Tu as une vision pour ton projet. Qu'est-ce que tu veux pour ton intimité? Qu'est-ce que tu veux pour ta sexualité? Qu'est-ce que tu veux pour ton couple? Et donc, parce que je veux ça, ça veut dire que régulièrement, il faut que je m'attelle à faire des petites mises à jour. Tu vois, des mises à jour. Des fois, pas énormément, et c'est là que, entre guillemets, la loi de Pareto s'applique un tout petit peu. 20% d'efforts, 80% de résultats. Et tu vas te rendre compte que même dans ta sexualité, ce sont les moments, le peu de moments où vous vivez quelque chose de vraiment intense qui vous marque longtemps. Tu vois? Donc la routine en soi, c'est pas mauvais, ça arrive, c'est normal. Mais les 20% là, il faut les travailler. Sortez du cadre. Tu vois, sortez du cadre, expérimentez autre chose. Tu vois, expérimentez autre chose, vivez quelque chose vraiment d'intense à fond. Et là, même les jours où ça ne va pas, tu te souviens que on avait quand même eu quelque chose de. C'est quand même ça. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est dynamique. Et au-delà de ça, maintenant, dans le décours de la sexualité, il y a des choses qui peuvent se produire, qui peuvent conduire à des pathologies, entre guillemets, et qui se soignent très bien. Les problèmes de vaginisme, qui se soignent aussi, qui viennent parfois, qui peuvent venir d'une méconnaissance de ses parties intimes, qui peuvent venir de traumatisme également, des problèmes d'éjaculation précoce, on en parlait en off, qui peuvent venir d'un état de stress, des troubles érectiles qui peuvent venir d'un état de stress, qui peuvent venir de problèmes cardiovasculaires, etc. etc. Ça, c'est de l'ordre du pathologique qui se traite également. Après, tu as le problème de troubles du désir hypoactif, qui arrive chez les hommes comme chez les femmes, et qui peuvent être dus à plein de choses. Donc, il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et du coup, nous, on ne prend pas en compte tout ça. En fait, ce dont je me rends compte là, c'est que, en off, pour le coup, tu me disais aussi que, par exemple, quand tu as le métro boulot dodo, le soir, tu peux être épuisé, et ça peut agir sur ta sexualité. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu m'as utilisé un thème, tu m'as dit, la sexualité, c'est le truc... la sexualité, c'est la partie, c'est le volet de notre être qui est le plus sensible. Voilà, c'était ça. La moindre perturbation, c'est notre sexualité qui est impactée. Je suis stressée, ma sexualité en prend un coup. Je perds mon travail, ma sexualité en prend un coup. Je perds quelqu'un, ma sexualité en prend un coup. Je suis fatiguée, ma sexualité en prend un coup. Tu vas te rendre compte que la moindre modification dans ta vie a un impact sur ta sexualité. Je suis contente, hop, ma libido elle grimpe. Tu vois,
Donc il y a plein de choses qui ont un impact sur ta sexualité. Tout ce que tu fais dans ton quotidien, ça a un impact sur ta sexualité. Je suis malade, ma sexualité en prend. Donc il faut en prendre grandement soin. Il faut en prendre soin. C'est important. Il faut pas. Parce qu'en fait, on se dit, oui, la sexualité, c'est juste un. Cracaboum. C'est crac boum boum, c'est ça. Voilà. La sexualité, c'est pas que crac boum boum. Et évidemment, c'est en fonction de ce que tu veux pour ta sexualité, seule ou à deux. En fait. D'accord. Tu vois. Et c'est encore un truc que je disais dans un des podcasts que je faisais avec un de mes amis. Ma croyance, c'est que quand tu as deux personnes qui sont connectées et entre qui sexuellement ça va. Quand je dis sexuellement ça va, c'est pas qu'ils font des coups d'1 heure, de 2 heures, non. C'est qu'ils s'entendent. Il y a une réelle connexion d'un point de vue sexuel. Ça transpire. C'est beau à voir, ça transpire. Tu vois. Et souvent on est là, on est gaga de oh, j'aimerais être comme eux. Tu veux être comme ça? Est-ce que tu accordes du doigt à ta sexualité? Oh, voilà. Donc c'est comme dans toute chose. Si tu veux que quelque chose fonctionne, il faut que tu y accordes du temps. Il faut que tu y accordes de l'énergie. Il faut que tu y accordes de l'argent aussi. Donc pour même être conscient du problème que tu as, quelque part. En fait, il ne faut pas se voiler la face aussi, parce qu'on est dans un petit jeu hypocrite et parfois et c'est comme dans tout, hein. Des fois tu as un problème et tu te dis oui mais en fait c'est l'autre qui a un problème, alors c'est juste histoire de masquer, de te convaincre que bon voilà, t'as pas de problème, alors qu'en fait tu sais qu'il y a un truc qui est bizarre. Tu vois, même inconsciemment tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Je vois ce que tu veux dire. Donc il ne faut pas se voiler la face, et pour moi la sexualité fait partie intégrante de notre constitution d'être humain. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Tu vois. Impossible. Ben voilà. D'accord. C'est très intéressant. Mais tu dis dépenser même de l'argent. C'est-à-dire que consulter pour... Consulter quand il y a un problème. Tu vois, tu ne vas pas venir consulter une sexologue quand en soi tu essaies de trouver des solutions et tu arrives à trouver des solutions. Tu vois. Et en général, quand les gens viennent te consulter pour une thérapie, une sexothérapie, ils ont déjà cherché. En vrai, ils ont cherché, ils ont essayé, mais ils n'ont pas trouvé. Tu vois. Donc, mais l'argent, au-delà, avant même d'arriver à la consultation, quand tu as des problèmes, déjà, petite parenthèse, si vous avez un problème d'éjaculation précoce, ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas sous-homme parce que vous avez un problème d'éjaculation précoce. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gars qui pensent qu'ils sont sous-hommes parce qu'ils ont un problème d'éjaculation précoce. Ils ont du mal à aller consulter. Ce n'est pas un péché d'être éjaculateur, et encore c'est tellement... Bref, c'est pas un péché. C'est un problème qui se résout très bien. Voilà, parenthèse. Donc, avant même d'arriver à la consultation, à la thérapie, il y a plein de choses que tu peux faire avant. Tu peux programmer un week-end avec ta partenaire. Pourquoi pas? Rien que le fait de sortir du quotidien, de changer un peu du quotidien. Ça peut changer les choses. Tu vois, une petite attention, un petit cadeau. Tu vois, quand j'ai une petite attention, un petit cadeau, ou alors le simple fait, si pour elle, il s'agit, je sais pas moi, de lui donner un coup de main ou de la soulager ou des choses comme ça, afin qu'elle également, elle ait suffisamment d'énergie pour être réceptive à tes demandes. Pourquoi pas? C'est de l'énergie. Le cadeau, c'est de l'argent, tu vois. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux faramineux. Aller dans un week-end quelque part, c'est de l'argent, c'est de l'organisation, c'est du temps, c'est de l'énergie, tu vois. De la même manière que tu investirais pour améliorer ta stratégie marketing. Bien sûr. De la même manière, tu investis pour améliorer. Parce que souvent on se dit, oui, ok, celle-là, c'est à qui? En fait, c'est à qui ça peut partir. Hein. Très vite. Donc, et tu vas sentir ça fort. Donc tu préfères investir dans quoi? Parce qu'en vrai, une procédure de divorce, ça coûte un bras. Donc tu préfères investir dans quoi? Il faut savoir faire tes choix aussi. C'est vrai. Tu vois. Donc, c'est très important ce que tu dis là. Mais je vais aborder deux sujets. Le premier sujet, c'est... On a, pour l'idée générale des gens, c'est que c'est l'homme qui a un appétit sexuel incroyable. Moi, je crois que c'est faux. Enfin, je pense que c'est faux. Et que c'est la femme, l'homme, c'est le mec qui demande à la femme machin. Je crois que c'est faux. Et
je sais pas ce que toi tu en penses de ce truc-là, où en fait on présente toujours l'homme comme la personne qui est toujours en train de vouloir demander le sexe à la femme. Et en fait, moi je crois pas à cette histoire, ou du moins en fait j'ai du mal à situer ça parce que à regarder autour de moi, parce que j'ai posé cette question-là aux gens en fait, mais en fait non, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément l'homme qui va être la personne qui va être là, je suis là pour le sexe, je veux du sexe, c'est pas l'animal quoi. Mais c'est quoi ta position là-dessus toi? Mais ma position, c'est que, homme comme femme, on peut avoir des envies sexuelles en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Mais est-ce que toi tu comprends quand on dit que c'est l'homme de notre vie? J'y arrive. Okay. Donc, on peut avoir des envies sexuelles en fonction d'eux. Tu vois, de plusieurs situations. Est-ce que l'homme a le monopole du désir sexuel de la... Moi, je ne crois pas forcément. Okay. Je suis plutôt d'avis que ça peut être tout à fait kiff-kiff. Maintenant, la subtilité, c'est, en fonction bien sûr où on se situe, dans quelle société on se situe, la subtilité, c'est que peut-être les femmes l'expriment moins. Ok, d'accord. D'accord. Par pudeur, ouais. Par peur d'être cataloguée, d'être taxée de femme légère, d'être taxée de femme facile. Ça peut être ça aussi. Après, il faut faire la distinction entre, dans les contacts sexuels, de la perception que chacun a. Ok. Alors, souvent, je te prends un exemple, je te dis ta vidéo va être censurée. Je te préviens. Bon. Il faut faire la différence entre... Parce que souvent les hommes, quand ton homme vient, il t'enlace, il te touche la poitrine, pour lui c'est affectif, par exemple. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour lui, c'est affectif. Pour la femme, elle le ressent comme sexuel. Ok. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc parfois il y a un décalage dans l'expression des envies. Tu vois. Et quand la femme va peut-être venir... je sais pas moi, j'invente, toucher le ventre de son homme, pour lui, il va estimer que c'est affectif, alors que pour elle, c'est un mode sexuel. Ok, d'accord. Donc parfois, il y a un décalage. Dans le message, ok. Dans le message. Ok. Et à ce moment-là, il faut pouvoir... se connaître. Voilà, c'est très subtil, mais il faut vraiment être à l'écoute d'eux. Tu vois un peu. Et comme il y a un décalage dans ce qui est exprimé, parfois, la personne qui reçoit n'a pas le message adéquat. Ou même la personne peut percevoir le message tel que ça veut être véhiculé et la personne repousse. Ok, d'accord. Et la personne repousse sans expliquer pourquoi. Ok, d'accord. Ça frustre l'autre. Ok. Frustration fait que je n'ai plus envie de te solliciter. Ok, donc ça sent... Okay. Cercle vicieux. Ok. Donc quand tu repousses quelqu'un, explique pourquoi tu repousses. Ta partenaire vient, dans le même exemple que j'ai pris, on te touche le ventre. Sexuel. Ok, elle a envie de moi, sauf que j'ai une journée de dingue, il y a le gars là, je lui ai demandé de faire ma vidéo, il n'a toujours pas envoyé ma vidéo, il est en train de m'énerver comme ça. Et en plus, mon projet, machin, etc. Là, j'ai pas envie du tout. Ok. Le truc de faire, s'il te plaît, ça va la frustrer. Okay. Par contre, si tu fais, écoute, ma puce, là, j'entends que tu as des envies. J'aurais adoré. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Okay. Est-ce que tu es d'accord que dans la semaine, on planifie quelque chose? Je ne sais pas quand, mais promis, dans la semaine. Donc ça se planifie? Bien sûr. D'accord. Il ne s'agit pas de le faire systématiquement. Il ne s'agit pas de figer là que bon, aujourd'hui, c'est le jour du match. C'est pas ça. Non, en vrai, c'est pas ça. Okay. Mais il s'agit de dire, d'expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne peux pas être réceptif à ta demande. Mais je la tiens en compte. Je prends ça en compte et j'essaierai de mon mieux d'être disponible pour toi. Ça fait partie, à mon avis, de ton devoir. Quand tu te dis tu es en couple avec quelqu'un, ça veut dire que tu contribues d'une certaine manière à son bien-être. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Donc, explique. Ne dis pas non juste pour dire non. Explique pourquoi. Tu vois. Et là, ça peut mieux fonctionner. D'accord. Ou alors, peut-être que tu n'es pas d'attaque et tu peux dire, ok, bon, on va juste essayer
juste des câlins, aujourd'hui, juste ça. On ne va pas plus loin. D'accord. Tu peux même pousser le truc plus loin, tu peux même aller, vous pouvez aller jusqu'à des caresses qui vont jusqu'à ce que tu lui permettes d'atteindre même un orgasme. Ok. Sans nécessairement toi la pénétrer. La fameuse masturbation en couple. Ok. Tu peux arriver jusque-là, de manière à ce qu'elle au moins soit apaisée, quitte à ce que vous reportiez vos débats à deux plus tard. Il y a plein de possibilités. Mais il faut être dans la dynamique de construction, de communication. D'ailleurs, j'avais vu quelqu'un qui m'avait dit, c'est une sexologue aussi, que les couples qu'elle accompagne qui sont en phase de divorcent pour deux raisons. En fait, les gens viennent avec plein de choses, mais il y a toujours deux choses. Le sexe, communication. Il n'y a rien d'autre. Non, il y avait sexe, communication, trois choses. Et argent. L'argent. Mais quand elle pousse l'argent, c'est toujours une question de communication qui revient aussi. Oui. Mais il y avait l'argent. Mais en fait, c'est trois choses. Mais dans la sexualité, il faut se parler. Pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas quand on fait l'amour? Qui a dit qu'on devait être muet quand on fait l'amour? C'est les films. Comme tu dis. Bah non. Pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas? C'est les films. Pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas? Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle figée, comme tu disais. Je pars du principe. Après, maintenant, ça sort un peu du cadre du professionnel, etc. Ça sort un peu du cadre professionnel. Je pars du principe que la personne avec qui tu es, avec qui tu partages une intimité, c'est la personne avec qui tu peux te montrer vulnérable. Donc ça veut dire que même dans la sexualité, tu as le droit d'être un tout petit peu plus vulnérable. Ah, tu es vulnérable dans la société. Tout à fait. Mais il y a des personnes, par exemple, qui ont du mal à gémir dans leur sexualité parce que non, c'est trop de faiblesse. Et pourquoi pas? Il y a des gens qui ont du mal à se regarder dans les yeux quand ils ont un orgasme. Et pourtant, c'est un des plus beaux échanges qui puisse exister. Tu vois? Je pense que, quand tu dis c'est les plus beaux échanges, ils sont en train de voir leur vulnérabilité. Oh là mon Dieu! Elle va faire ma tête! Après, si tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est ok. Il n'y a pas de règles figées, encore une fois. Mais l'idée, c'est de dire que les règles autour de la sexualité, c'est nous qui les construisons. Tu vois? Et ça passe par la communication, ça passe par l'innovation, ça passe par le dialogue. Et on peut se rendre compte que progressivement, dans cette sexualité-là, on arrive à avoir une telle complicité que le reste devient un peu plus fluide. D'accord. Si tu arrives à parler de sexualité, parce que les gens ont une sexualité, mais ils ne parlent pas de leur sexualité. Oui, c'est vrai. Si tu arrives à parler de sexualité, de ta sexualité avec ton partenaire de manière même ludique, tu te rends compte que progressivement, à deux, vous n'avez pas beaucoup de tabous. Ok, d'accord. Vous arrivez à parler d'autres choses. Parce que c'est un petit peu plus tabou. Voilà. C'est tellement profond que, en fait, si lui, il est abordé, c'est que tout le reste, si vous arrivez à regarder, pour ceux qui regardent, un film pornographique et rigoler en mode on fait blague comme ça. Moi, c'est vrai. Tu dis que mais, chérie Coco, regarde comment il est fait. Même tu le fais mieux que ça. Attends, c'est quoi ça? Non, mais pour te dire à quel point tu as des possibilités. D'accord. Tu vois? Donc, quand vous arrivez à ce stade-là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ne seront pas vraiment tabou entre nous. Après, peut-être les problèmes d'argent. Bah oui, c'est vrai. Mais si vous arrivez à. Voilà. Il y a des choses qui seront beaucoup plus fluides entre vous deux. D'accord. La deuxième chose dont je voulais parler avec toi, mais là, je pense que c'est même plus dans le cadre professionnel parce que de toute façon, c'est une philosophie. Ma philosophie, c'est que une personne ne peut pas être attachée à une seule personne. C'est une philosophie comme ça que j'en parle souvent avec ma femme d'ailleurs. C'est que le mariage, on peut être marié et tout, et ça, en fait, ce que tu fais, c'est un travail que tu fais sur toi de te conserver pour quelqu'un. Mais en fait, on ne peut pas interdire à l'être humain d'être, comment dire, attiré par autre chose. Donc, comme tu peux voir un homme dehors qui est beau, qui t'attire. Je parle d'attirance, tu vois. Comme tu peux voir une femme dehors, en fait, ça t'attire. Mais ça ne veut pas dire que tu veux quitter ta personne. En fait,
je trouve qu'il y a une complexité dans l'humain qu'on ne traite pas, dans le fait qu'on pense que si quelqu'un, tu vois, on est souvent dans le truc de, si tu es attiré par quelqu'un, c'est que tu n'aimes plus l'autre, en fait, tu vois, toujours l'histoire de blanc ou noir, 1 ou 0, c'est ma philosophie de la chose. Et je pense que quand tu te maries avec quelqu'un, c'est que tu prends sur toi le fait que, bah, peu importe ce qui se passe, de toute façon, j'ai conservé mon corps, tout ce que j'ai pour cette personne-là. Mais je dis toujours que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça, en fait, dans ses désirs, dans tout ce qu'il veut vivre. Mais je veux bien avoir ton avis là-dessus. Tu veux que les gens me lancent ces cailloux? On dit que mais c'est la aussi, elle est en train d'entraîner nos femmes dans les histoires. Alors, je pars du principe que, comme je t'ai dit, le monde a énormément de choses à offrir. Et dans ton parcours, dans ton chemin, tu vas rencontrer des gens que tu n'as même pas envisagé rencontrer, etc. pour diverses raisons. Et tu peux rencontrer des personnes qui franchement t'attirent. Physiquement, intellectuellement, qui te secouent, tu vois. Des belles femmes, il y en a pléthore. Des beaux mecs, il y en a pléthore. À travers le monde. C'est ça. Donc forcément, tu peux rencontrer quelqu'un qui, qui suscite, qui réveille quelque chose, qui réveille ta libido. Ça arrive. La décision de ne pas aller plus loin avec la personne ou pas, c'est en fonction de toi, de tes convictions, de tes croyances, etc. C'est ton choix à toi. Ok, tu très intéressant. Je suis fidèle à ma partenaire, je choisis de l'être. Pour quelle raison? Peut-être parce que j'ai mes convictions, parce que si jamais ma partenaire apprend, ça va la blesser, si jamais... Il y a 15 000 raisons qu'on pourrait évoquer, mais c'est quelque chose qui t'appartient à toi, éventuellement à ta partenaire. Tu vois? Donc, moi, je n'ai pas je suis pas là en mode, oui, tu es avec moi, tu ne dois plus regarder, et quoi, tu vas empêcher toutes les femmes là de tourner autour de ton gars? Non, mais c'est vrai, je dis, il y en a plein. Là où il travaille, il y en a. Des plus belles eaux, des plus canons, il y a toute qualité. Tu vas faire quoi? Tu vas aller là-bas te piquer pour contrôler toutes les femmes qui passent? Non, mais c'est vrai. De la même manière, toi, tu es dans ton activité. Tu rencontres plein de mecs. Tu rencontres plein d'hommes. Tu plais à des hommes. Charismatique. Tout ce que tu plais à des hommes. Bien sûr. Tu vois? Et tu vas faire quoi? Le pauvre n'a qu'à venir souffrir entre tes mains. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc je pense qu'il faut être un tout petit peu raisonnable aussi. Il faut être raisonnable et surtout savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut pour soi. Si pour toi c'est le polyamour, maman, fais ton polyamour. Si pour toi c'est je reste avec mon partenaire, ma partenaire et ça me convient parce que je veux cette stabilité, parce que ma partenaire me comble, c'est très bien. Qui suis-je moi pour venir te dire c'est bien, c'est pas bien, c'est à gauche? Chacun a ses comptes à rendre. Moi, mon compte là, c'est de vous éduquer. Quand elle dit que j'ai combattu le bon combat. Voilà. C'est tout. La mission de vie. Oui. J'ai combattu le bon combat. Merci. Voilà. Donc voilà, moi, j'ai pas de. Je n'aime pas m'ériger en donneuse de leçons. D'accord. Tu vois, parce que je sais que tout le monde passe par des périodes de doute. Même quand on est en couple. Même quand vous êtes à deux. Et encore plus si vous êtes à deux depuis longtemps. Vous passez par des périodes turbulentes. Où tu remets ton couple en question. Où tu remets tout en question. Et voilà, après. Est-ce qu'on peut rattraper? Est-ce qu'on ne peut pas rattraper? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous appartient à tous les deux? Et ça dépend aussi de la dynamique que vous avez. Et moi personnellement, pour aller plus loin, ce truc d'âme sœur, je n'y crois pas. C'était ça mon point. C'était ça mon point. Je suis d'avis qu'en fonction de là où on se trouve, en fonction du stade où on se trouve dans sa vie, on est entouré de personnes qui nous correspondent. Exactement. Si tu es dans une dynamique d'évolution,
et que l'autre aussi est dans une dynamique d'évolution, vous pouvez vous imbriquer au fur et à mesure, vous passer des paliers. Mais si je suis dans une dynamique d'évolution, toi tu es là, à un moment il y aura un décrochage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu ne seras plus mon âme sœur. D'accord. Parce que je serai en souffrance quand je serai avec toi. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ouais. Ok. Ça veut simplement dire que là où je suis en train de vouloir aller, tu ne peux pas être là avec moi. Voilà, c'est juste ça. Okay. Mais c'est pas que je ne t'aime pas, je peux t'aimer de toutes mes forces. Mais... Oui, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, donc c'est pas un truc linéaire oui, comme ça. C'est ce que je voulais dire. C'est ça que ma philosophie traduit derrière. C'est le sujet de l'âme sœur. Mais c'est très intéressant que tu parles de ça avec cette vision-là. On va rentrer dans la dernière partie de cette interview. C'est une longue interview. On ne voit pas le temps passer avec toi. Je suis une bouche. Ma mère me disait, quand elle est venue dernièrement, je lui demandais un peu son avis par rapport à mes vidéos YouTube et tout ça et tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses et tout? Ça ne te choque pas? Elle me dit, pas du tout. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, tu sais, depuis que tu es petite, tu fais toujours ces trucs-là. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, quand tu étais petite, tu aimais réciter. Je lui dis, ah ouais? Elle me dit, oui, donc depuis que tu es petite, tu pipies, tu fais pas. Non, en vrai, je suis très calme. Bien sûr, très calme. Et en fait, on passe en un bon moment, c'est ça qui fait que l'interview dure d'ailleurs. C'est la partie free flow. En fait, je balance les termes comme ça, en tout cas des mots. Et